Fogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. Au sommaire ce soir, ce bilan macabre dans la bande de Raza où plusieurs dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs. Qu'ils soient sous des tentes ou au niveau des points de distribution d'aide, la mort n'épargne aucun civil. La machine de guerre sioniste a brassé depuis octobre 2023 56 531 martyrs. Ouverture ce lundi à Séville, en Espagne, de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, en présence du Premier ministre algérien Nadel Abbaoui. Antonio Guterres a appelé à s'attaquer au fossé croissant entre les nations riches et les nations pauvres. Le secrétaire général de l'ONU qui a d'ailleurs transmis ses salutations chaleureuses, amicales et respectueuses au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La question du Sahara occidental reste l'une des plus grandes injustices non encore levées. Ce sont là les mots de John Bolton, ancien diplomate et ex-conseiller à la sécurité nationale américaine, interviewé par le site espagnol Otra Lectura. Il ne peut y avoir ni pardon ni réconciliation avec des criminels du Merzen qui n'ont aucune légitimité au RIF, encore moins pour un roi, je cite, fantoche. C'est avec ces mots-là que Youba El-Radioui, président du Parti national rifin, s'en est pris aux colons alaouites à Düsseldorf en Allemagne. Et enfin, conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky signe un décret visant à retirer son pays de la Convention d'Ottawa, interdisant la production et l'utilisation de mines antipersonnelles. Bonsoir à tous. Le cauchemar continue à Raza où les civils tombent chaque jour les uns après les autres. Entre bombardements, fusillades, incendies et famine, la mort n'épargne aucun endroit de l'enclave. Le bilan des victimes de cette agression génocidaire s'est alourdi ce lundi à 56 531 martyrs et 133 642 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 28 martyrs et 223 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. C'est devenu le jeu favori des forces d'occupation sionistes, cibler les Palestiniens qui attendent des aides alimentaires. Des témoignages de sionistes font état même de concurrence entre soldats sionistes sur qui assassinent le plus grand nombre de civils palestiniens. Et ce lundi n'était pas une exception. Au moins 13 civils ont été assassinés par les balles sionistes à Khan Younes au sud de la bande. À noter que plus de 550 Palestiniens sont tombés en martyrs près des points de distribution d'aide humanitaire, selon un nouveau rapport des Nations Unies. Des sources médicales du complexe médical Nasser Khan Younes ont confirmé la mort de 7 autres Palestiniens dans des bombardements de l'occupation au centre et au nord de la ville. Les mêmes sources ont ajouté que 4 personnes sont tombées en martyrs dans 2 bombardements sur le centre de Khan Younes et 3 autres sont tombées en martyrs lorsque l'aviation d'occupation a visé une tente de personnes déplacées dans le quartier de Koutaïba au nord de la ville, au moment où les forces d'occupation continuent de déplacer de force les personnes de leur tente sans avoir d'autre endroit où aller. Et ce nouveau massacre à Jabalia, au nord de l'enclave, au moins 15 Palestiniens d'une même famille, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs dans un bombardement sioniste ayant visé un quartier résidentiel de la région. Les survivants ne savent plus où aller pour être en sécurité. Où sommes-nous censés aller? Il n'y a aucun endroit sûr. Ils nous disent d'aller dans la région de Nasr, puis ils nous tuent. Ils nous disent d'aller à Al-Mawassi et ils détruisent les maisons. Où pouvons-nous aller? Il n'y a aucun endroit sûr. Tout ce qu'ils disent n'est que mensonge et calomnie. Aujourd'hui, ils nous ont forcés à partir, nous ont ordonné d'évacuer, puis ils nous ont bombardés alors que nous étions sur le point de fuir. Ils ont détruit nos maisons. Que veulent-ils de nous? Qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Trop, c'est trop. Une dizaine de personnes ont été tuées dans la maison, la plupart des enfants. Les
Les forces sionistes ont frappé ce lundi une école de l'UNRWA abritant des Palestiniens déplacés à Gaza. La frappe a fait au moins 25 martyrs, dont des enfants. Affolés, les survivants ont passé la matinée à fouiller les décombres dans l'espoir d'y trouver de la vie ou en souvenir de leurs proches assassinés. Amal Mzitouni. Dans l'enceinte de cette école de l'UNRWA, des Palestiniens fouillent les décombres à la recherche de tout ce qu'ils peuvent sauver. La frappe sioniste sur la zone a fait plus de 25 martyrs, dont 10 à Zeytoun, en plus des dégâts matériels. À peine j'ai posé ma tête pour dormir que j'ai entendu que toute l'école était en train d'être évacuée. Ils ont dit qu'ils voulaient bombarder quelque chose derrière l'école. J'ai pris les enfants et je suis sortie dans la rue. Chaque jour des martyrs, chaque jour de nouveaux chiffres de martyrs. Ce ne sont pas que des chiffres ou que des images, ce sont des êtres humains qui meurent au quotidien. Dieu nous a créés pour vivre comme vous, comme les autres. C'est notre droit de vivre et de vivre dignement et non ainsi dans l'humiliation. Les chars sionistes ont pénétré dans les zones orientales de la banlieue de Zeytoun, dans la ville de Gaza, et ont bombardé plusieurs zones dans le nord, tandis que les avions ont pillonné au moins 4 écoles, après avoir ordonné à des centaines de familles réfugiées à l'intérieur de partir. Nous avons fui d'une école à l'autre jusqu'à ce que nous arrivions ici. Et voyez-vous ce qui nous est arrivé maintenant? Que puis-je vous dire? De quoi puis-je me plaindre? J'ai beau essayer de vous décrire cette scène, je ne peux vous décrire la destruction. Tout est détruit. Mon message est: arrêtez cette guerre, nous en avons assez, nous voulons la paix. Assez de guerre, la guerre n'est ni dans notre intérêt, ni dans celui de quiconque. Nous voulons la paix, nous sommes des civils, des gens ordinaires. Nous voulons vivre comme les autres nations, c'est notre droit de vivre. L'escalade militaire survient alors que les médiateurs arabes, l'Égypte et le Qatar, soutenus par les États-Unis, entament un nouvel effort de cessez-le-feu pour mettre fin au génocide qui dure depuis 20 mois. Pendant ce temps, les Gazaouis souffrent le martyre. À l'est de la ville de Gaza, un rassemblement de Palestiniens a été la cible d'un bombardement sioniste ce lundi matin dans le quartier de Choujaïa. L'agression a fait plusieurs martyrs et blessés selon l'agence de presse palestinienne Wafa. L'Iran a qualifié ce lundi le changement de position du président américain Donald Trump sur la levée des sanctions économiques contre Téhéran de jeu qui ne vise pas à résoudre les problèmes entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Ismail Baqai lors d'un point de presse. On l'écoute. Vous avez déjà été témoin de situations similaires. Le matin, un sujet est évoqué, suggérant qu'une action donnée est censée avoir lieu. Et l'après-midi, un nouveau train de sanctions est imposé contre l'Iran. Par conséquent, ces fluctuations et changements de position répétés ne sont en aucun cas fiables ni dignes de foi. Ces évolutions doivent être perçues davantage comme des jeux psychologiques et médiatiques que comme des déclarations sérieuses visant à négocier ou à résoudre des problèmes. Téhéran qui se dit insatisfait des positions et des actions du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Nous sommes profondément insatisfaits des positions et des actions du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes critiques et estimons qu'il n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions et responsabilités techniques de directeur général de l'agence. Représentant le président de la République Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui a participé ce lundi à Séville en Espagne à l'ouverture des travaux de la 4e conférence internationale sur le financement du développement en présence de 70 chefs d'État et de gouvernement et du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Les participants à cette conférence, dont les travaux se poursuivront jusqu'au 3 juillet, examineront diverses questions liées notamment à l'état du programme d'action d'Addis Abeba visant à appuyer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 en vue de formuler des propositions et des solutions collectives à même de soutenir les efforts de développement et de combler le déficit de financement.
Autre objectif de cette rencontre, s'attaquer au fossé croissant entre les nations riches et les nations pauvres et tenter de réunir les milliards de dollars nécessaires pour le combler. À noter que les États-Unis, auparavant contributeurs majeurs, ont retiré leur participation, ce qui rend la recherche de financement de plus en plus difficile. Les pays ont besoin et méritent un système qui réduise les coûts d'emprunt, permette une restructuration équitable et rapide de la dette et prévienne en premier lieu les crises de la dette. L'engagement de Séville pose les bases d'autres aspects, en créant également un registre unique de la dette pour la transparence et en promouvant des pratiques de prêt et d'emprunt responsables. Et dans la foulée, le Premier ministre Nader El-Arbaoui a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue tunisienne Sara Zafarani Zanzari. Les deux parties ont salué les relations bilatérales distinguées en application de la volonté commune des présidents des deux pays, tout en œuvrant à les diversifier au service de l'intérêt des deux peuples. Les ministres ont également passé en revue les différentes activités, programmes et avantages bilatéraux, soulignant l'importance de leur mise en œuvre pour hisser les relations de coopération à des niveaux plus élevés. Les entretiens ont par ailleurs porté sur la situation régionale et internationale actuelle, soulignant la nécessité d'une coordination continue pour faire face aux défis communs. Le Premier ministre Nader El-Arbaoui, qui a d'ailleurs rencontré dimanche soir à Séville le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui l'a chargé de transmettre ses chaleureuses, cordiales et respectueuses salutations au président Abdelmajid Tebboune. Lors de la rencontre, les deux parties ont évoqué les répercussions des crises et conflits régionaux et internationaux actuels sur le multilatéralisme, soulignant la nécessité de continuer à investir dans les organisations multilatérales et de réhabiliter les règles et principes du droit international. Diplomatie, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu ce lundi au siège du ministère son homologue italien Riccardo Guariglia en visite en Algérie dans le cadre de la 4e session du dialogue stratégique entre les deux pays. La réunion a permis de passer en revue les résultats de cette session coprésidée par le responsable italien et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Lounes Magramen. Objectif, insuffler davantage d'élan et de dynamisme à ce partenariat distingué dans le cadre de la préparation des engagements bilatéraux de haut niveau attendus dans la période à venir. Renforcement des relations algéro-suisses. Alger et Berne ont signé ce lundi une déclaration d'intention pour la mise en place d'un mécanisme permanent d'échange dans le domaine de la migration. Un accord qui permettra le partage d'expertise concernant cette question complexe qui touche l'ensemble des pays de la Méditerranée. L'accord signé aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères concrétise l'une des principales recommandations issues de la réunion du dialogue algéro-suisse sur les questions migratoires tenue l'année dernière dans la capitale Berne. Ce document vise à donner corps à ce dialogue en favorisant le partage d'expériences et l'échange de bonnes pratiques à travers des rencontres périodiques, des discussions approfondies ainsi que la mise en commun d'expériences réussies entre les deux pays. Qu'on a signé maintenant ce mémorandum d'entente, c'est un statement, on dit, pour une collaboration étroite entre les deux pays dans le camp de migration. J'ai l'impression qu'on a des pays qui travaillent comme des partenaires. Ils ont la volonté d'améliorer la collaboration et c'est pour moi une chose très positive, les deux pays. Rappelons que plus tôt dans la journée, le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Red, a coprésidé avec le ministre suisse de la Justice et de la Police une cérémonie de signature d'un accord de coopération bilatérale entre les services de police des deux pays.
Sahara occidentale à présent, interviewé par le site espagnol Otra Lectura, John Bolton, ancien diplomate et ex-conseiller à la sécurité nationale américaine, a relevé que la situation dans les territoires sahraouis occupés n'avait pas progressé à cause de l'obstination du Maroc et de son refus d'autoriser la tenue d'un référendum d'autodétermination libre et honnête. Selon Bolton, la question du Sahara occidental reste l'une des plus grandes injustices non encore levées, en dépit de la clarté du droit international sur ce dossier et des résolutions du Conseil de sécurité appelant au respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. John Bolton a attiré l'attention d'autre part sur les campagnes de désinformation menées par le Maroc et certains de ses alliés dans le but de ternir l'image du Front Polisario, précisant que les tentatives visant à associer le front aux groupes terroristes et extrémistes ne sont qu'une propagande désespérée, sans preuve tangible, et qui contredit ce qu'il a vu personnellement depuis sa première visite dans les camps de réfugiés sahraouis il y a plus de 30 ans. Le Maroc qui continue de piller de grandes quantités de phosphate du Sahara occidental occupé, selon le rapport annuel de l'Observatoire international qui a souligné que le régime du Merzen commet un crime politique et moral en pillant les ressources du Sahara occidental occupé, appelant les entreprises et les institutions internationales à assumer leurs responsabilités et à cesser immédiatement de soutenir ces activités illégales en respectant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à tirer profit de ses richesses. On reste au Maroc où la Cour d'appel a confirmé ce lundi la condamnation du journaliste opposant du Merzen Hamid El Mahdaoui à 18 mois de prison ferme. La justice marocaine l'accuse de diffuser et de distribuer des allégations et des faits que le pouvoir largement dénonce, qualifiés de mensongers dans le but, je cite, de diffamer des personnes et d'insulter la population. La Cour d'appel de Rabat l'a aussi condamné à verser une amende d'1 500 000 dirhams au ministre de la Justice Abdelatif Wahbi. Suite à cette lourde peine, jugée injuste par bon nombre d'observateurs et de journalistes indépendants au Maroc, Hamid El Mahdaoui devrait faire appel devant la Cour de sécession, la plus haute juridiction du pays. Le Parti national RIFin a affirmé son attachement à l'indépendance et à la poursuite de la lutte jusqu'à la libération de sa terre et du peuple, annonçant une nouvelle fois que le RIF restera réfractaire aux politiques de domestication menées par le Merzen. Lors d'une importante rencontre avec les populations rurales de Düsseldorf en Allemagne, le président du Parti national RIFin, Youba El-Radioui, a réitéré le refus des RIFins de se réconcilier avec ce qu'il qualifie de régime merzeniste qui a pour guide, je cite, c'est dire, un roi fantoche. Notre rêve en tant que personnes déplacées et exilées du Rif est de voir notre drapeau flotter dans le ciel de notre patrie, après s'être libérés de l'emprise du colonialisme alaouite. Ce message s'adresse à ceux qui parlent de pardon et de réconciliation avec le Merzen. Nous le disons avec franchise, il ne peut y avoir ni pardon ni réconciliation avec des criminels. Nous l'affirmons devant le monde entier, clairement et dans toutes les langues. Le Merzen n'a aucune légitimité au Rif et il n'y en a aucun non plus pour un roi fantoche qui a vendu la terre de ses ancêtres et gouverne par la peur, la répression et les prisons. Le Rif restera une terre indomptable. Son peuple libre continuera la lutte jusqu'à la libération complète de sa terre et de son peuple des griffes de cette bande qui méprise son peuple et marchande sa dignité. Les membres du Parti national RIFin ont par ailleurs averti que le régime alaouite du Merzen étendait sa politique de déplacement forcé de la population du Rif en conjonction avec des plans visant à répandre ce qu'ils appellent l'idéologie daéchienne de leur rang. Le point que nous tenons à souligner, c'est que le nombre de Rifins déplacés se compte par millions ici en Europe. Le régime alaouite ne s'est pas contenté de déplacer les Rifins. Il a également contribué à la propagation de l'idéologie de Daesh, une idéologie qui, je le rappelle, était totalement étrangère chez les populations du Rif.
Apaisement entre le Rwanda et la RDC. Le président de la République démocratique du Congo a déclaré dans un message diffusé ce lundi que l'accord visant à mettre fin au conflit dans l'est du pays, signé vendredi à Washington par les deux parties, ouvrait, je cite, la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité. Possible l'idéal d'un Congo libre et maître de son destin. Leur courage est le socle. Et ce lundi 30 juin marque les célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi a mis l'accent sur la nécessité d'une indépendance économique réelle, tout en reconnaissant les défis sécuritaires persistants, notamment les activités des milices armées dans certaines régions. Les détails, Souhila Kilal. Dans le vaste camp de réfugiés d'Oicha, dans la province du Nord Kivu, à l'extrême est de la RDC, les conditions de vie sont précaires. Une région en proie à un violent conflit, impliquant de nombreuses milices et groupes armés, dont le M23, qui, malgré l'accord de paix signé entre le Rwanda et le Congo le 27 juin dernier, continue de contrôler les deux plus grandes villes de la région, à savoir Goma et Bukavu. Aujourd'hui, la différence que nous constatons ne concerne pas qu'un seul groupe. Des soldats étrangers arrivent ici, mais nous ne constatons aucun changement alors que ces soldats disent venir nous aider. Non, on continue de parler de guerre. Ancienne colonie belge, la RDC fait face à des conflits armés dans l'est du pays depuis une trentaine d'années. Les principales régions concernées sont le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Un pays au sol qui regorge de richesses et de minerais rares, tels que le coltan, l'or ou encore le diamant, ce qui attise les convoitises des groupes armés et des multinationales qui transforment la région en plaque tournante de la contrebande. Parce que ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas ce qu'on appelle l'indépendance. Pour gérer nos minéraux, nos ressources naturelles, il faut faire appel aux États-Unis, il faut faire appel au Qatar, il faut faire appel aux puissances étrangères. Ça veut dire qu'économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes indépendants juste de nom, parce qu'il arrive même des fois que les Occidentaux nous imposent leurs dirigeants qui viennent nous diriger ici en République démocratique du Congo. Le 65e anniversaire d'indépendance de la RDC sonne creux pour les habitants qui dénoncent l'occupation continue des grandes villes par les forces rebelles et la dépendance du pays à l'égard des puissances étrangères. En fait, nous pouvons dire que le combat de nos pères de l'indépendance a été trahi par de nouvelles générations, par ceux qui sont venus après le passage de ces pères fondateurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le conflit en cours en RDC a entraîné des déplacements massifs de population, une crise humanitaire avec des problèmes d'insécurité alimentaire et violences sexuelles, faisant de la RDC une des crises les plus meurtrières au monde. Conflit en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche avoir signé un décret visant à retirer son pays de la Convention d'Ottawa, interdisant la production et l'utilisation de mines antipersonnelles, une décision qu'il a qualifiée en être une étape nécessaire au vu des tactiques russes. Petit voyage au Sénégal avant de se quitter, pays où les moutons ladoum ne sont pas de simples animaux d'élevage, ce sont des icônes adulées préparées, encadrées jusqu'à monter sur le podium des concours de beauté, un rituel où chaque bête raconte l'histoire d'un peuple avec élégance. Maria Schouyer. C'est un concours pas comme les autres. Si vous pensez que l'homme est le seul qui rivalise d'élégance, détrompez-vous. Au Sénégal, le ladoum est une race de moutons qui vole la vedette. À la fois beau et captivant, il attire les regards avec sa prestance et sa démarche fière, à se demander s'il ne mérite pas vraiment sa place. Issu de croisements soigneusement sélectionnés, sa taille imposante, son allure majestueuse, ses cornes symétriques et sa toison immaculée lui procurent un prestige qui ne laisse pas place aux interrogations. Chaque année, cette race issue du génie génétique participe à de véritables concours de beauté. Les critères sont stricts et les éleveurs ne ménagent pas leurs efforts pour présenter des champions dignes de ce nom. Et à partir des mesures et de l'esthétique, parce qu'il y a des critères esthétiques, l'incurvation de la tête, la longueur de la queue, la symétrie des cornes, etc.,
Les poils, ils déterminent après qui est le premier, selon un barème très, disons, regardé parce qu'il y a un jury à chaque fois. Les éleveurs, fiers gardiens de cette tradition, bichonnent leurs bêtes comme de vrais trésors, car au-delà de la beauté, c'est l'honneur de leur lignée qui est en jeu. Passionnés et connaisseurs sont chaque année au rendez-vous. Admirer l'excellence est pour eux une expérience à ne pas manquer. Pour moi, c'est un grand plaisir parce qu'avant lui, son père s'était classé et puis son fils est venu, il s'est classé, donc ça montre que la lignée, c'est une bonne lignée. À chaque concours, à chaque défilé, c'est tout un peuple qui célèbre son héritage, porté par la grâce de ces animaux d'exception. Comme des joyaux vivants sur un tapis d'honneur, ils défilent sous les regards admiratifs, jusqu'à ce que les juges tranchent pour couronner celui qui incarne le mieux l'âme et la fierté de cette tradition vivante. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, excellente soirée à tous.